t'es perdu sur ma chaîne. Encore une fois. Je suis pas sûr que c'est le bon moment. Car ce soir, comme tu peux le constater, c'est une vidéo un peu ambiance Halloween en low light. Pour que l'ambiance soit évidemment plus oppressante. J'ai inscrit sur des morceaux de papier 9, je crois qu'il y en a 9 petites anecdotes ou des histoires qui me sont arrivées. Parfois c'est banal, mais une histoire est particulièrement terrifiante. D'ailleurs, j'en garde, un traumatisme. Et ma plus grosse frayeur est due à cette histoire, plus précisément. Donc, si tu es sensible, je te conseille d'arrêter tout de suite la vidéo. Car je ne suis peut-être pas déguisé pour te faire peur, mais ce que je vais te raconter peut te choquer, peut t'effrayer à jamais. Non, je n'exagère pas, je ne suis pas marseillais. Ou peut-être un petit peu, quand même. Bon allez, j'arrive. Donc, voilà à quoi je ressemble exactement. Voilà. Alors, j'ai pris mes petits poussins. J'en ai deux. Je vais me servir de mes poussins pour ne pas être trop plongé dans le noir. Donc voici les petites fiches, les petites anecdotes. Il y a une sorte d'accent du sud là qui ressort. J'ai des petites anecdotes quand je découpe les syllabes. J'essaie de taper dessus parce que j'ai les mains un peu prises. Alors c'est pas une vidéo de touc-touc, alors faut que j'arrête. Ça commence mal. Je suis pas là pour vous détendre. Bon, je suis là, je suis pas sûr que ça va vous détendre. Non, vous inquiétez pas. Ça va très bien se passer. Comme dirait un certain ministre, ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer. Allez, première histoire. La première histoire. J'espère que c'est pas le gros thème, parce que le gros thème, histoire numéro 4, le chemin des ténèbres. Ah, le chemin des ténèbres. Alors je l'ai noté parce que je m'en suis souvenu à la dernière minute. Le chemin des ténèbres. Alors on était jeune homme, on va dire. On était quelques potes. On avait déjà les permis de voiture et tout ça, donc on se baladait en voiture. Et à l'époque, l'essence n'était pas trop cher, donc on prenait notre voiture, on mettait de la musique et on voyageait à travers les campagnes. Donc nous, les campagnes, nous on était au bord de la plage, mais quand on partait un peu plus dans les terres, il y avait comme des forêts, des campagnes et tout ça. Et à un moment donné, on s'était perdu. On avait pris un chemin. Un chemin, évidemment, dans les campagnes, c'est pas du tout éclairé. Franchement, c'est pas du tout éclairé. Et à un moment donné, on avait pris un chemin qui était assez angoissant. La première partie du chemin, on pouvait y aller avec la voiture. Il y avait des graviers, tout ça. Il y avait une petite maison abandonnée, sans lumière. Une petite maison, mais c'était plus... c'était pas vraiment une maison, c'était plus, on va dire, une sorte de pas un local, mais peut-être une petite maisonnette, comme si un gardien pouvait, voilà, une maisonnette de gardien, on va dire, un gardien qui est là et qui vient logiquement garder l'endroit. Mais là, il n'y avait personne, il n'y avait pas âme qui vive. Arrivé au bout des gravillons, donc déjà l'ambiance était très oppressante parce que franchement, je n'exagère pas, et si un jour les personnes qui étaient avec moi à cette époque pouvaient témoigner, il faisait un noir obscur, sombre. Voilà, on était recouverts par les arbres. Les arbres nous recouvraient comme ça. C'est-à-dire que même la lune ou le ciel et tout ça, on ne voyait plus le ciel. Donc on était vraiment
éclairer le devant, mais même les phares, même en plein phare, les ténèbres étaient envahissantes. Et en plus, quand vous allumez les phares en pleine nuit, ça renforce l'effet ténèbres à côté. Donc on s'est fait, déjà là on s'est fait une grosse frayeur, mais c'est pas terminé. Parce que, évidemment, on était des jeunes fougueux, hein, des jeunes fougueux, plein de fougue. Donc on s'est lancé comme des défis. Arrivé au bout de cette première partie du chemin de gravier, il y avait je crois une barrière, je ne sais plus, peut-être une barrière en bois aussi. Il y avait une sorte de petite barrière en bois qui empêchait d'aller plus loin. Et après il y avait un chemin beaucoup plus, un petit chemin de terre herbeux. Je rigole. Un petit chemin vraiment, ouais, c'était voilà, un tout petit chemin qui se prolongeait, qui continuait. C'était toujours en ligne droite, quoi. On était vraiment en ligne droite. Et avec les arbres qui étaient beaucoup plus évidemment resserrés, donc l'ambiance beaucoup plus oppressante. Et on voyait pas, il y avait vraiment les feux qui éclairaient au loin. Et ça donnait vraiment quelque chose de très inquiétant, parce que les arbres, déjà avec les ombres des arbres et tout ça, ça faisait très peur. Donc arrivé là, on avait été plusieurs fois, mais la première fois, on s'était vraiment fait très peur. Et la première fois, on s'était lancé un défi, on était peut-être 3, 4, je sais plus, généralement, ouais, il devait y avoir, moi je vais pas dire les prénoms, mais on devait être 3 ou 4. 3 ou 4 au moins la première fois. Et on s'était lancé le défi de qui allait aller le plus loin possible et allait finalement s'évaporer dans les ténèbres, c'est-à-dire aller au-delà de ce que les phares pouvaient éclairer. Donc on se lançait des défis, aller le plus loin possible comme ça. Et je peux vous assurer une chose, c'est qu'il y en a un il y en a un d'entre nous que je vais appeler la mouette, parce que quand il rigole, on dirait une mouette. Il fait ouais, enfin il crie comme une mouette quand il rigole. Et la mouette a été le premier. La mouette, c'est toujours, il a un côté un peu, ouais, moi j'ai pas peur, machin, mais voilà, il joue un peu des épaules. Et il y va. Moi j'y vais, pas de soucis, machin. Donc il y va. Il va le plus loin possible. Il sort de notre vue. Et après on revoit revenir vers nous un peu rapidement. Il court pas pour pas tomber, tout ça, mais il galope rapidement. Et il arrive vers nous, il dit putain, les gars, je sais pas, je crois qu'il y a des choses là-bas. Ça bouge, il a dit ça bougeait dans les herbes, ça bougeait énormément. Donc il a eu très peur. Alors évidemment, nous on y a été on y a été comme ça. Et on n'a pas été très loin, je dois bien avouer. Et on est reparti. Et on a décidé de revenir quelques jours plus tard. Pas la journée, toujours le soir, parce qu'on devait affronter ça. Peut-être qu'on s'est fait juste peur comme ça, mais on a eu très peur. Franchement, on a eu très peur. C'était comme très angoissant. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y avait des présences clairement autour de nous. C'était plus qu'une impression. Puis dès qu'il y en a un qui a peur, dès qu'il y en a un qui a entendu quelque chose, et ça renforce finalement l'effet de pression comme ça. Et on était retourné la nuit, la journée on était retourné. Moi j'ai été retourné par curiosité beaucoup plus tard. Mais la nuit on était retourné. Là-bas on avait pris des lampes de poche cette fois-ci. Et on avait refait le challenge, mais cette fois-ci c'était pas les uns après les autres. On y avait tous été ensemble. On avait éteint les lumières de la voiture, les feux de la voiture. Et on était parti avec les lampes de poche. Donc, et l'ambiance était toujours aussi présente. La nuit était toujours noire. Les arbres étaient vraiment. Les arbres étaient, comment dire. C'est une sorte de d'arche. Il y avait une arche finalement d'arbres et qui était. On était vraiment dans les ténèbres. Et les petites lumières de poche, c'est vrai que t'avais pas l'impression de voir grand chose. À un moment donné, il y avait un tout petit chemin de terre, juste pour une personne, quoi. Vraiment une sorte de petit chemin de terre qui s'échappait sur le côté. Et il y avait une sorte de, comment dire, pas de montagne, mais une sorte de mine au bout. Il y avait une sorte de mine, il y avait une sorte de grotte en fait. Donc il y avait, c'était pas une butte de terre, c'était vraiment, c'était de la roche. Voilà, c'était une sorte de roche qui n'était pas
assez surprenant, quoi. On pensait pas voir de la roche ou quoi que ce soit. Et il y avait une sorte de grotte. Une grotte, mais pour y entrer, il fallait vraiment enjamber déjà un petit rebord de pierre. Et après, il fallait s'abaisser, se recroqueviller. Donc, c'était pas une entrée pleine d'un gars, hein. C'était une entrée. Fallait se coulisser là-dedans, un peu comme ça. La mouette a dû y aller en premier. Je me rappelle plus trop bien, mais je crois que la mouette a dû y aller en premier. Elle a dû dire, ouais, j'ai pas peur, machin, tout ça, alors que bon. Donc, la mouette y était en premier. Et la mouette dedans, il a dit, les gars, faut que vous voyez quelque chose. Il y a un truc. J'y crois pas, ouais. Il faut que vous voyez quelque chose. Et nous, il dit, c'est quoi? Il y a des cadavres, des machins. Elle a dit, peut-être pas, mais il y a des choses quand même très étranges dedans. Donc nous y sommes allés, tous ensemble, comme ça, on n'a pas trop eu peur. Et dedans, on est rentré dedans, et dedans il y avait plein de sacs bizarres, de sacs avec de la cendre, ou je sais pas quoi dedans, je sais pas trop ce qu'il y avait dedans. Ça semblait être de la cendre. C'était très bizarre. Et au niveau des murs, il y avait, des croix, franchement des croix nazies. Ouais, des croix nazies. Et là, on a eu très très peur. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Faut pas oublier que moi, je vis sur les côtes normandes, où il y a eu le débarquement et tout ça, et il y a eu les nazis qui ont pris possession dès le début de la guerre. Parce que mon grand-père a été emmerdé, enfin bref, je vais pas rentrer dans d'autres histoires. Donc il y a eu les nazis qui ont été là, ici, tout ça. Donc on a vu des croix nazies, plein de sacs, on savait pas trop ce qu'il y avait dedans, c'était peut-être du sable, hein, tout simplement. Mais c'est vrai qu'on avait tendance à halluciner tout ça, on avait vraiment l'impression que c'était, voilà, c'était pas la Shoah, mais presque. Qu'est-ce que faisaient des sacs de cendres ici? Alors que bon, la Shoah, ça s'est passé, voilà, ça s'est passé en Allemagne, logiquement. Donc on s'est fait assez peur et on est ressorti de là un peu traumatisé parce qu'on s'est dit putain, il s'est passé peut-être des horreurs ici, on s'est monté la tête de ouf et tout ça. On est ressorti de là-dedans un peu traumatisé, on s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Quelles horreurs sont passées ici? Et après on s'est dit mais voilà pourquoi on a l'impression qu'il y a des présences, ça se trouve il y a eu un massacre de gens ici par les Allemands, par les nazis de l'époque, enfin par les nazis. On était revenu la journée pour voir, et la journée, c'est très lumineux, c'est très paisible. Quand on continue un peu plus loin, il y a une sorte de petite église, une petite église abandonnée, avec un petit moulin, tout ça, c'était très joli. Quoique j'imagine que l'église, en pleine nuit, je me demande si on n'avait pas été jusqu'à l'église à un moment donné. Je me demande parce que je crois que il y en a un qui a dû se faire très très peur, il avait dû aller jusqu'à la petite église, une sorte de... C'est même pas une église, c'était vraiment une petite chapelle. Voilà, une chapelle. Une sorte de petite chapelle abandonnée. Et un petit moulin d'eau, un petit truc à côté. Et oui, si, il y en a un qui a dû y aller. Parce que quand on y avait été, on avait trouvé ça assez paisible. On s'était dit, ah, c'est pas si effrayant finalement la journée. Pour ce qui est de la grotte, on avait dû y retourner. Et on avait été moins impressionnés. C'était pas des croix gammées qu'il y avait dessus. C'était des croix, mais c'était pas des croix gammées. On avait halluciné, je pense, des croix gammées. Et dans les sacs, c'était pas du sable, c'était de la roche. C'était des miettes de roche en fait. La roche qui sert peut-être à faire, je sais pas, à faire des briques. Je sais qu'on a la pierre de Caen. La pierre de Caen qui est blonde. C'est une pierre blonde et très lumineuse. Là, c'était pas de la pierre de Caen, c'était vraiment de la roche. Je sais pas à quoi ça servait. Il y avait plein de sacs, mais c'était comme des sacs abandonnés. Des sacs très très vieux, très abandonnés. Il y en a qui étaient éventrés. C'est pour ça qu'on a pu voir qu'il y avait plus ou moins quelque chose. Mais avec les lampes, avec l'ambiance oppressante, on a carrément halluciné. Un truc comme ça. Donc voilà. Donc là, j'ai mis du temps quand même à raconter ça. Je pense pas que je vais raconter les 9 histoires. Avec un peu de chance, j'aurais pas raconté l'histoire la plus effrayante. Donc je pars sur la deuxième histoire. J'espère que je vais avoir assez de batterie. Histoire numéro 3, les araignées. Ah, les araignées. Alors évidemment, en campagne, les araignées, il y en a un paquet. Moi, bon, les araignées, j'avais pas trop peur.
parce que j'étais habitué très très jeune aux araignées. C'est-à-dire, on appelait les migales des grosses araignées noires, par exemple, qui se baladaient tranquillou. Quand tu regardais la télévision, au canapé, t'avais parfois des grosses migales, des grosses araignées noires qui se baladaient pépères comme ça, machin, tout ça. Sous notre nez, genre rien à foutre quoi. Et bon, évidemment, mes parents ils cherchaient à les tuer. Et dès que les araignées sentaient que quelqu'un allait s'approcher un peu trop près de ça cavalait, ça allait sous des meubles. Et on avait des meubles anciens qu'on pouvait pas bouger, donc eh ben, on les bougeait pas et on attendait que l'araignée puisse ressortir de là-dedans. Donc on a plein d'araignées, grosses araignées qui restaient parfois longtemps derrière les meubles pour venir après t'attaquer. Et moi dans ma chambre c'était pareil, des fois t'avais des grosses migales comme ça qui allaient se couler sous les lits. Et c'était pénible parce que à un moment donné elles se coulaient dans la carre du lit, derrière le pied. Ce qui veut dire que t'avais beau aller sous les lits, même si le lit il n'y avait rien en dessous. On se m'arrangeait pour avoir des lits assez hauts pour avoir rien en dessous. Bon, il y avait du bazar, donc t'enlevais le bazar. Après tu dis mais elle est où? Et en fait quand c'était maligne parce qu'elle se coulait vraiment dans les quarts des meubles, dans les pieds, les quarts derrière les pieds quoi, en fait. Ce qui était obligé à bouger les meubles entièrement. Alors en pleine nuit c'était compliqué, mais je me rappelle avoir fait bon bah tant pis je verrai demain. Et je dormais avec une grosse migale sous le lit. C'est dire à quel point que au début je supportais les araignées. Sauf qu'il y a eu deux histoires, dont la deuxième particulièrement effrayante. C'était quand on était parti vivre à Rion pendant 3 ans, on revenait les étés dans la maison. Et mon père avait dit à chaque fois qu'on revient, ça sent le renfermé, le machin, tout ça, et même un peu de moisi quoi. Ça sentait un peu le moisi tout ça. Donc il a eu l'idée de génie. L'idée de génie, mais alors c'est vraiment la chose la plus stupide qui soit. Surtout qu'il avait pas peur de se faire cambrioler. Hein. Mais bon, les voisins étaient là, il y avait du monde, donc c'était pas un patelin abandonné non plus. Hein. Donc, mais il avait eu l'idée de génie de fermer les volets et tout ça très bien, mais de laisser les fenêtres entrouvertes. Il avait laissé les fenêtres entrouvertes. Et en plus de cela, alors, il avait laissé les fenêtres entrouvertes donc pendant une année. Une année quand même. Il y a eu les fenêtres entrouvertes chez nous. Alors oui, ça sentait pas le moisi. J'en rigole. Ça sentait pas le moisi, mais quand on était sur le retour, il y avait des araignées partout qui cavalaient. Partout. Alors les araignées noires, moi il n'y a pas de souci, j'avais l'habitude. Mais alors là, quand je suis monté, je montais l'escalier pour aller à ma chambre parce que moi j'étais à l'étage. Il n'y avait qu'un étage, on n'était pas dans un château, mais il n'y avait qu'un étage. Et moi j'étais à l'étage au bout du couloir, donc tout au bout. Donc il fallait vraiment que je traverse. Et il y avait un couloir où il y avait 3 chambres, la mienne et celle de mes 2 frangins. Ma chambre c'était peut-être pas un 20 mètres carrés, un 10 mètres, 12 mètres carrés, 13 mètres carrés. Avec évidemment le toit. J'ai plus le mot, je perds mes mots. Donc avec le toit qui coupait la moitié de la chambre. Donc ça c'était compliqué aussi. Et arrivé là-haut, tranquillou, rien à faire, mes parents étaient en train de cavaler après les araignées. C'était rigolo. Et arrivé là-haut, je vois devant moi une araignée qui me regarde. Je vous jure, une araignée qui me regarde. Non, peut-être pas qu'elle me regardait parce que j'avais du mal à saisir quel était le devant du derrière. Mais j'avais l'impression que l'araignée me regardait. Elle ne bougeait pas. Elle était devant moi. Elle n'était pas noire. C'était pas une grosse araignée noire. Elle était grosse. Beaucoup plus maigre que les migales des campagnes. On les appelle les migales, mais c'est pas des vrais migales, ne vous inquiétez pas. Mais c'était quand même des grosses araignées noires. Là, c'était une grosse araignée. Maigrichonne. Noire. Un petit peu. Et rouge. Noire et rouge. Une saloperie. Un truc d'une laideur absolue. Une monstruosité. Donc je disais que j'avais vraiment l'habitude des araignées. Et là, il y avait vraiment une araignée dégueulasse. Je devais avoir... quand on est rentré, l'été où on était rentré, la dernière fois, j'avais 12 ans, je pense. Donc là, je devais avoir 11 ans. Quand je suis tombé nez à nez avec cette araignée horrible et dégueulasse et tout ça, on avait des haies, hein, moi j'appelle ça des haies à araignées. On avait des haies à araignées à l'arrière de la maison. On avait une petite terrasse et un petit escalier qui descendait comme ça vers le jardin.
Et cette terrasse-là et l'escalier était entouré de haies, de fameux haies en, je sais plus comment ma mère appelait ça. Ça me semble c'est des saloperies de haies qu'il y avait à l'époque, il y en avait partout. Ça entourait la baraque et ça entourait, enfin le périmètre de la baraque et ça entourait ces petits escaliers, tout ça. Et le matin, quand on quittait après le petit déjeuner pour aller à l'école, on prenait nos cartes à tout ça. Des fois on sortait par là, ma mère nous disait de sortir par là, je sais plus pourquoi, parce que peut-être qu'elle tout allait devant, parce qu'elle faisait le ménage avant de partir aussi. Donc elle dit vous sortez par derrière. Et quand on sortait par là, il y avait un mur de toiles d'araignée. Un mur de toiles d'araignée, il y avait des toiles d'araignée partout. Donc on était là comme ça pour essayer de virer toutes les toiles d'araignée. C'était Indiana Jones, hein. Franchement Indiana Jones. Putain, les araignées elles étaient dessus, hein. Je peux t'assurer qu'elles étaient dessus, hein. Déjà là j'ai eu un premier traumatisme avec les araignées à cause de cette araignée noire et maigrichonne, noire et rouge. Elle était plus rouge mais elle avait un peu noir sur les pattes. Enfin, elle était vraiment une araignée dégueulasse. Elle était dégueulasse, effrayante. Mais c'est parce que aussi je pense que j'avais pas l'habitude de voir ce genre d'araignée. Donc mon père s'en est chargé, il a tué tout ça, et puis voilà. Maintenant, la dernière histoire, elle est incroyable parce que c'était ma première petite amie de l'époque, c'était dans le même lotissement. Dans le lotissement et je dormais chez elle et tout ça. Et ça a fini de me traumatiser pour les araignées. Maintenant, je peux plus supporter une araignée qui... Voilà. J'ai de la chance aujourd'hui parce que j'ai quasiment pas d'araignées chez moi. Donc j'ai beaucoup de chance. Donc à l'époque, ma première petite amie, elle faisait des travaux, enfin elle devait faire, comment dire, poser un papier peint dans sa chambre et tout ça, et ça restait en suspens parce que c'était sa mère qui devait le faire, mais sa mère, rien à foutre. Donc c'était resté en suspens longtemps et son lit avait été parti de l'autre côté chez son frère qui lui était parti vivre ailleurs. Et ça m'arrivait de dormir de temps en temps chez elle comme ça. Elle avait pas du tout peur des araignées, ni elle ni sa mère. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des grosses araignées et je peux vous assurer une chose, il y avait une araignée énorme dans les toilettes. Déjà pour commencer. Pour commencer dans les toilettes, il y avait une araignée énormissime. Énorme. Elle était tellement énorme que ça me stressait d'aller pisser, que je préférais aller pisser dehors dans son jardin. J'ai dit non, je suis désolé, je vais dans ton jardin pisser, je peux pas pisser là, c'est pas possible. Et faire autre chose, de toute façon, je préfère faire ça chez moi, autre chose. Donc franchement c'est vrai que ça me stressait quoi, ça m'a énormément stressé au niveau d'aller pisser. Cette araignée là, elle voulait pas les tuer, je dis oh je m'en fiche, elle m'a jamais dérangé, elle bouge pas. Bon très bien. À un moment donné j'avais essayé de la tuer avec de la javel et tout ça, genre rien à foutre, hein. À un moment donné j'étais avec d'autres aussi, on a essayé de la tuer et on lui avait balancé plein de produits, de la javel, de machin. L'araignée elle vivait toujours. Elle bougeait tranquillement, vas-y, j'en ai rien à foutre de ta javel, de machin. Ça se baladait tranquillement et quelqu'un a dû l'écraser, mais c'est pas moi, je vous assure. Parce que là, déjà, j'étais déjà traumatisé à cause de la première histoire des araignées. Mais c'est pas ça, c'est autre chose, et oui. Ce que je vais vous raconter est la preuve, ça sonne. Oh, attends, que ça s'arrête de sonner. Ça s'est arrêté de sonner, c'est bon. Donc ce que je vais vous raconter est la preuve que les araignées sont vicelardes et très intelligentes, mais surtout bien vicelardes. Donc dans sa chambre, sa fameuse chambre, qui était la chambre de son frère, à ce moment-là, du côté de mon côté où je dormais, parce qu'elle avait toujours son côté, elle dormait toujours du côté du... peut-être de l'ouest, pas de l'ouest, de l'est, ouais, peu importe. Elle voulait son côté à l'est, donc quand on était dans sa chambre, c'était côté fenêtre de sa fenêtre, quand on était à la chambre de son frère, c'était de l'autre côté, enfin côté de sa fenêtre toujours, donc c'était bizarre. Bref, surtout que le lit était inversé, enfin bref, ce n'est qu'un point de détail. Ceci étant, de mon côté, au niveau de la care, à 1 mètre, à peu près, le lit, moi j'étais à 1 mètre, allez, oh, peut-être plus que ça, j'étais à 2 mètres. Elle avait un grand lit, mais elle avait des très grandes chambres, elle et son frère. Donc on était je dirais à 1 mètre, 1 mètre 50. Le lit était à 1 mètre 50 de la care de la chambre et il y avait au plafond, dans cette care, une araignée qui était un petit peu rouge, petite, certes, de taille moyenne on va dire, je dirais 2 cm, quand même, 2 cm, oh,
2-3 centimètres avec les pattes. 2-3 centimètres avec les pattes. Un peu rouge quand même. Donc déjà ça me plaisait pas. Et elle me dit, cette araignée-là, ça doit faire peut-être 1 an, 2 ans qu'elle est là, elle a jamais bougé. Elle me dit, elle a jamais bougé. Elle est toujours statique. Elle se dit même, ça se trouve, elle est morte. Bon. Bah, je dis très bien, mais bon, moi c'est bon. J'allais pas faire la chasse aux araignées chez elle aussi. Hein. À un moment donné, il y en a un peu marre. Hein. Bon, allez, je me couche. Donc on se couche tous les deux. On va pour dormir. Donc j'éteins les lumières. Elle avait un lit avec des petites lumières intégrées sur le rebord, enfin je sais plus, un truc comme ça. On éteint chacun les lumières et quelques minutes, je dirais bien 2 minutes à 3 minutes après, j'ai envie d'aller boire un verre d'eau. Voilà. Donc je rallume la lumière de mon côté. Et là, avant de me le relever, je vois un truc pendouillé, comme ça, au-dessus de ma tête. C'était la fameuse araignée. Et oui, elle avait un peu de rouge sur elle. Cette araignée dégueulasse avec des papates qui bougent comme ça, en suspens, avec sa petite toile, son petit fil d'araignée en suspens comme ça, au-dessus de ma tête. Et là, en 2 minutes, une fois que j'avais éteint la lumière, cette saloperie d'araignée, elle a galopé 1,50 m comme ça, et elle est descendue avec son filin au-dessus de ma tête, entre les 2 yeux. Je peux vous assurer une chose, que ça m'a définitivement traumatisé des araignées. Je ne supporte plus ces saloperies de bestioles et je le sais à quel point elles sont vigilardes. Et qu'une fois la lumière éteinte, elles sortent pour venir te bouffer la tronche ou te pondre des œufs, je ne sais où. C'est dégueulasse. Les araignées, c'est des saloperies. Voilà, il faut les exterminer. C'est des saloperies. J'en suis tout remué rien qu'à penser à ça. Je vais pas pouvoir faire toutes les histoires, les amis. Ça se trouve, on va échapper à l'histoire la plus effrayante. Bah tant pis, ça sera pour l'année prochaine. Histoire 8, mort voiture. Alors mort voiture, c'est j'ai failli mourir en voiture. Je crois que c'est la 4e fois et la dernière fois où j'ai failli mourir. Donc je vais peut-être faire la mort en voiture. En fait, je vais faire ça rapidement. C'est qu'à un moment donné, il y en a un d'entre nous qui avait eu le permis de voiture et évidemment ils sont tous excités à avoir le permis de voiture, ce qui n'a jamais été mon cas. Moi j'ai toujours été zen en voiture. Et à un moment donné, on était dans un petit village, on sait pas trop où c'était. Et il y avait comme des petites montées, des petites buttes comme ça. Et le gars, il pousse sur l'accélérateur parce que le gars, je sais qui c'est d'ailleurs. D'ailleurs, je lui remontais en voiture avec lui. Pour moi, c'était niette. Hein, on était beaucoup à le calmer derrière parce qu'il a failli nous tuer en bagnole. Hein, quand même. Et le gars, il accélère pour pouvoir monter ces petites côtes comme ça. Mais il y avait comme des butées comme ça. Et à un moment donné, la voiture, elle a fait un bond, comme ça. Elle a fait un bond et on s'est retrouvé sur la voie principale, une voie principale. Et il a pilé de l'autre côté de la voie principale. On a failli retomber, je ne sais où, là, dans une sorte de petit ravin. Et si à ce moment donné, il y avait eu une voiture qui était passée, à ce moment donné, on serait mort, clairement mort. Parce que là, on aurait percuté la voie principale. C'est une voie rapide quand même, une voie assez rapide, au moins à 50-70 km/h. Donc, c'était déjà une saloperie de route. Franchement, une saloperie de route débouchée comme ça sur une voie principale. Franchement, c'est déjà... Je me rappelle plus s'il y avait un stop, mais je pense qu'il devait y avoir un stop, c'est obligatoire, hein, de toute façon. Et c'était une saloperie de chemin dans ce petit village qui débouchait sur une voie principale rapide à 70, peut-être 90 km/h. Et il y aurait une bagnole qui était passée là, c'était terminé. Donc c'est vrai que ça m'avait traumatisé de la bagnole. Déjà, moi j'étais assez zen, pas super à l'aise en tant que conducteur. Je peux vous assurer que je n'ai jamais pris le moindre risque en voiture et j'ai jamais eu d'accident moi tout seul. Par contre, j'ai eu 4 accidents avec d'autres personnes. Donc il y a eu celui-là, quoi qu'on n'a pas... la voiture était pas accidentée, mais on aurait pu y passer. Une autre fois où le gars, il a glissé comme ça parce qu'il était trop rapidement dans un virage. C'est pareil, s'il y avait une voiture qui était arrivée en face, mais c'était pas une voie rapide non plus. On les voyait arriver en plus les voitures. Une autre fois, on était dans un chemin, on a fini dans un champ. C'est pareil, aller trop rapidement. Ça, c'était le frère du gars qui a failli nous tuer. Donc déjà. Et l'autre fois, c'était avec ma mère. Ah, il y a aussi 5 fois.
c'est-à-dire que ceux qui veulent déboucher rapidement sur les trucs, et bah boum, ils l'ont tapé dans le cul. Donc ça, le même rond-point, c'était le rond-point de Côte-de-Nac d'ailleurs, de Caen Côte-de-Nac. Et pareil, l'autre qui venait juste d'avoir son permis, un voisin, un ami, il venait juste d'avoir son permis, et il a eu la voiture de son frère que son père, son beau-père, oui, lui a laissé tout ça. Et à peine le jour de son permis, à peine la première fois, il prend la voiture, il se retrouve sur ce même rond-point, il voit la voiture partir devant. Sauf que la voiture, à un moment donné, elle pile, elle peut pas passer le rond-point parce qu'il y a des bagnoles qui roulent très vite. Et lui, il était concentré sur les voitures qui arrivaient, donc lui, il a commencé à accélérer. Il a pas freiné à temps, il est rentré dans le cul de l'autre bagnole. Mais bon, moi les voitures, c'est du stress. Retrouver ma voiture abîmée, ça m'énerve. Il y a toujours un problème avec les voitures. D'abandonner la voiture pour le vélo, c'est un truc qui me trotte vraiment dans la tête. Donc ma mère m'a donné sa voiture parce que ma voiture a été fracassée sur un parking. Sur mon parking d'ailleurs. Fracassée. Elle passerait plus le contrôle technique, pas les moyens de refaire. C'est une vieille Twingo en plus. Donc, et elle m'a filé sa voiture, mais si elle m'avait pas filé sa voiture, je serais déjà à vélo, total vélo. Je râle le cul de toute façon des voitures. Puis ça coûte cher, l'assurance, tout ça. Contrôle technique, pour moi, c'est une angoisse aussi. Parce qu'il y a toujours un truc qui passe pas, quoi. Donc, histoire numéro 7, mort, manège. Alors ça, c'est la deuxième fois où j'ai failli mourir. Ou la troisième. Non, c'est la troisième. C'est la troisième fois où j'ai failli mourir. J'étais... je sais plus quel âge j'avais. Bon, j'étais avec ma copine. Et moi, j'étais pas très manège. Moi, j'avais dû faire des manèges qui tournent comme ça. Déjà, j'étais à moitié malade, ces trucs-là. J'étais pas très manège. On avait été à la foire de Caen. Et il y avait un manège qui s'appelait le Rangers. Et ce manège-là, j'étais déjà pas chaud pour le faire. On l'a fait. Alors tout le monde il est content, tout le monde déjà. Moi déjà, je suis pas fan de ça. On rentre dedans et le Ranger, c'était une sorte de grosse nacelle comme ça, avec un bras comme ça, et un bras et une grosse nacelle au bout du bras. Et la nacelle fait ça. Et puis à l'envers. Elle s'arrête en haut et à l'envers. Et en fait, à un moment donné, quand on s'est retrouvé à l'envers là-haut et que la nacelle est partie comme ça, j'ai mon cœur qui a lâché. Clairement, j'ai mon cœur qui a lâché. Mon cœur il a lâché, je l'ai senti, il s'est arrêté. Mon cœur s'est arrêté de battre dans mon corps. Je l'ai vraiment senti arrêter, battre dans le corps. Et je me sentais pas bien, j'étais comme ça, j'étais complètement presque statique. Ma nana à l'époque, elle a bien vu qu'il y a un truc qui allait pas. Et le gars qui tenait le stand, il disait allez, on en refait un tour. Donc mon cœur s'est arrêté quand même, je dirais une bonne minute, il s'est arrêté. Et quand on a refait un tour, il a repris. J'ai senti que mon cœur reprenait. Mais mon cœur s'était vraiment arrêté. J'ai vraiment senti mon cœur s'était arrêté. Un truc de fou. Quand le Roger s'est arrêté, tout ça, j'étais blanc comme un mort. J'étais blanc. Ma copine a dit mais t'es blanc. T'es blanc. C'était très effrayant. J'avais été blanc cadavérique. Blanc cadavérique. Et il a fallu que je vérifie quand même mon pouls pour voir si mon cœur battait bien. Il battait parce que j'arrivais à m'exprimer tout ça. Mais j'étais chancelant, quoi. J'avais du mal à marcher, tout ça. Et j'étais blanc comme un cadavre. Donc c'est que mon cœur s'est bien arrêté et qu'à un moment donné, il s'est arrêté peut-être un peu longtemps. Et c'est vrai que je fais toujours attention à mon cœur, quoique là, en faisant du vélo et en faisant des grosses montées, tout ça, mon cœur bat très très vite, tout ça, mais je vérifie et mon cœur tient la route. Aujourd'hui, je peux dire que mon cœur tient la route, mais ce manège-là m'a fait arrêter mon cœur, il a failli me tuer. Peut-être que s'il avait arrêté à un moment donné, et j'aurais été pris en charge par des gens qui m'auraient, j'espère, sauvé la vie. Mais peut-être le fait qu'il ait continué, peut-être que mon cœur a repris à un moment donné, je sais pas. Je me rappelle juste que mon cœur s'est arrêté et c'était quelque chose d'effrayant. Et je peux vous assurer que depuis, je ne mets plus les pieds dans des manèges à la con comme ça. C'est des histoires de fou, quoi. Ah bah vous vouliez que je fasse du blabla, Ah la vache. Ah la vache. C'est le vol de la terreur. Je vais essayer de faire rapide.
rapide parce que pour moi, une des pires angoisses, je vais aller tout de suite sur ce qui une de mes pires frayeurs. Surtout que quand je vivais là-bas, dans la maison de mon enfance, j'avais le Velux, d'accord, j'avais le toit et le Velux. Et j'avais un petit rideau comme ça, avec quand même un petit jour comme ça. Donc on pouvait peut-être entrevoir des choses. Et j'avais très très peur à ce niveau-là. Ce niveau du rideau et du Velux. Je disais que j'avais très très peur du Velux et des fenêtres en général où il y a juste un rideau. C'est pour ça que je ferme. Quand j'ai des volets, je ferme les volets. Pourquoi j'ai peur de ça? Je vais vous le raconter tout de suite. Donc j'ai un oncle qui a très bien réussi dans la vie. Parce qu'on est quand même du côté de ma mère une famille de paysans, on va dire. Une famille de pauvres. Pas paysans parce que à une époque les paysans étaient quand même assez fortunés. Parce que enfin bref, leur corps de ferme valait quand même pas mal d'argent. C'est vraiment une famille de pauvres et on s'en est jamais caché à cette époque-là. Enfin, eux s'en sont jamais cachés. Et ils n'avaient pas vraiment beaucoup de... Voilà, ça allait travailler assez rapidement dans les fermes, dans les machins. Et tout l'argent qu'ils gagnaient, c'était ma grand-mère qui reprenait l'argent. Voilà. Elle envoyait ses gamins aller travailler et tout ça. Et bah, tout l'argent qu'ils gagnaient, c'est elle qui récupérait. C'était, tant que tu seras pas marié, ton argent, je le récupère, mais il faut que tu ailles travailler. Donc, c'était vraiment une époque un peu ingrate. Hein. Donc c'était, on faisait travailler les gamins dès qu'ils étaient en âge plus ou moins de travailler, même très très jeunes. Ils faisaient travailler très très jeunes. Et ils faisaient le ménage chez les riches. Voilà, ma mère a fait le ménage chez les riches. Et des oncles aussi, les plus grands surtout les plus grands. Et même ma mère, quand elle s'est mariée, elle voulait garder son salaire pour se payer sa robe de mariée. Mais ma grand-mère avait totalement refusé. Non, 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 c'est moi qui te paierai la robe, on verra plus tard. Enfin bref, c'était vraiment une époque assez ingrate et tout ça, donc vraiment une famille assez... je sais pas pourquoi je parle de ça. Voilà, donc il y a un de mes oncles qui était plus jeune, qui a fait décider de faire des études. Travailler à côté, mais il faisait des études. Il allait à la fac, il a appris. Et derrière, il a été travailler à Paris et il est devenu... il a très très bien réussi dans la vie. Franchement, voilà. C'est limite si, et j'exagère presque un petit peu quand même, genre ses enfants, ils ont fait par exemple des années sabbatiques en vacances, ils ont fait le tour du monde, en gros. La plupart des week-ends, c'était des week-ends à New York, hein, en gros. Et il a décidé de m'inviter à un voyage à New York avec des cousines, donc ses filles. Et on s'est retrouvé à côté d'un gars qui était à première vue psychiatre. Alors, psychologue, psychiatre, j'ai du mal à faire la différence. Je crois que psychologue c'est par rapport au médical et psychiatre c'est par rapport à ceux qui te mettent sur les divans et tout ça. Donc il était le gars qui met des gars sur des divans et il cause avec eux pour un psychiatre, je crois que c'est psychiatre. Donc il était psychiatre, il était, je crois, c'était sa femme ou peut-être que c'était une amante, une compagne en tout cas, il était accompagné. Il était lui du côté hublot avec un petit rideau. Là on en vient, le fameux petit rideau, le petit hublot et le rideau. Et nous on était de l'autre côté. Et donc c'était un gars qui paraissait très sûr de lui, très voilà, il était un peu hautain quoi, il avait le menton très haut, très relevé. Donc l'avion décolle et tout ça, moi j'étais assez stressé parce que c'était la première fois que je prenais l'avion. Très stressé. Et à un moment donné, on entend le gars qui fait des putains de merde. Il commence à devenir grossier, tout ça. Donc c'était un Français. Hein. Il commence à devenir grossier et il dit putain, il y a quelqu'un sur l'aile de l'avion. Parce qu'il avait visuellement l'aile de l'avion. Il a dit il y a quelqu'un sur l'aile de l'avion. Il est paniqué, tout ça. Donc il se retourne vers sa compagne. Nous on voit surtout lui parce qu'il était gémissant et tout ça. Et puis c'était la nuit, donc les hublots, nous on voyait pas très bien à travers le hublot. D'accord. Nous de là où on était, on avait quand même des lumières et on voyait pas très bien. Lui il avait éteint ses lumières
et il avait peut-être dû essayer de s'endormir, enfin je sais pas quoi, et il avait le hublot ouvert. Enfin, il n'avait pas le petit rideau là qui coulissait devant le hublot. Et il avait vu quelqu'un sur l'aile de l'avion. Donc on tente de le calmer, tout ça. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu quelqu'un? Nous, on tente de regarder, on voit rien du tout. On voit sa compagne ferme le petit rideau, tout ça. Nous, on regarde de notre côté. Moi, c'est pareil, j'avais le hublot. Je regarde de l'autre côté, je vois rien du tout. C'était assez sombre, assez même brumeux. Il y avait comme des nuages. On a l'impression qu'il y avait une brume qui circulait sur les. C'est assez bizarre, c'est assez étrange. C'était vraiment, c'est vrai, une ambiance assez étrange. Et le ciel était très très sombre alors qu'on était quand même assez haut. Très très bizarre. Et donc, moi, je laisse ouvert mon hublot et tout ça. Et là, on entend le gars qui, qui commence à hargueler, à être grossier, on va dire, à dire putain de merde. Il y a vraiment quelqu'un sur l'aile de l'avion. Il avait rouvert son petit rideau. Il avait rouvert son petit rideau, il était curieux, il avait rouvert son rideau. Et le mec, il était en panique totale. Pour lui, c'était vraiment. Il était très effrayé, il était très paniqué et il mettait la panique à tout le monde. Donc il y a même pas le commandant de bord, mais il y avait les hôtesses et tout ça qui sont venus le calmer et tout ça. Vous voulez pas un verre d'eau, quelque chose pour vous détendre, un thé, une tisane, enfin je sais plus quoi, je sais plus ce qu'il avait proposé. Et pour le détendre et tout ça, et il cherche vraiment à calmez-vous parce que vous énervez tout le monde. Et tout le monde était en train plus ou moins de se réveiller parce qu'il y en a qui dormaient. Donc le mec était paniqué, on essaie de le calmer et tout ça. Et les personnes lui disent mais arrête d'ouvrir, arrête de regarder, il fait très sombre dehors, ouais, c'est un coup à halluciner, à voir des choses, des machins, tout ça. Et donc tout le monde se rendort, tout le monde se machin, tout le monde se calme. Et le gars, à un moment donné, ouvre le rideau. Encore une fois, je le vois plus ou moins faire. Moi, c'est vrai que j'avais du monde un peu devant moi. J'avais les cousines et j'avais la compagne, tout ça. Donc, et moi, j'étais un peu endormi comme ça. Mais je voulais garder un œil quand même sur... Et là, il ouvre le rideau. Il entend plus ou moins quelque chose. Il dit, il y a quelque chose qui tape, qui tape. Je l'entends, on dirait quelque chose qui tape dans le hublot. Je dis, putain... Peut-être que j'ai entendu quelque chose, je ne sais plus. Il faut dire que ça fait énormément de bruit, un avion en vol. Donc peut-être que moi j'ai halluciné aussi, peut-être, je pourrais faire le préciser. Et là, il ouvre le rideau et le gars il hurle à la mort. Il hurle à la mort. Moi j'ai entrevu quelque chose. Il y avait quelque chose devant son hublot, ça c'est sûr et certain. Je sais pas ce que c'était. Peut-être c'était pas un homme. C'était pas un homme, il y avait quelque chose devant son hublot. Je sais pas ce que c'était, mais il y avait quelque chose. Le mec il a hurlé à la mort. Et pour lui il y avait un monstre. Clairement c'était pas un homme, il y avait un monstre, une tête de monstre. Il avait la tête d'un monstre collée au hublot. Il a hurlé à la mort. Comment dire, il a été attaché tout ça parce qu'il est devenu fou furieux et tout ça. Tout le monde après on a été au hublot, on n'a rien vu du tout. Et moi j'ai peut-être vu quelque chose. J'ai peut-être vu un bout de quelque chose, vraiment un bout de quelque chose. Il y avait quelque chose, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Donc le gars il a pas halluciné, il a vu quelque chose. Je pourrais pas dire que c'était un monstre ça, mais le mec qui était quand même psychiatre tout ça, qui a hurlé à la mort, il a vu quelque chose. Donc comment dire, donc arrivé à l'aéroport de New York, enfin je sais plus où c'était, j'ai plus les noms tout ça. On est descendu tout ça, le gars il a été hospitalisé, ils sont venus le chercher, il est parti dans une ambulance, un truc comme ça, il a été comme évacué parce que il était vraiment traumatisé et tout ça, et il a mis en danger l'appareil, l'avion, les pilotes, les hôtesses parce qu'il est devenu complètement fou furieux. Donc il a été hospitalisé et tout ça. Et depuis ça nous a un peu traumatisé parce que c'est vrai que moi j'ai vu quelque chose et j'ai avoué après coup. Oui, je crois que j'ai vu quelque chose. Je voulais pas dire oui, je crois qu'il y a eu quelque chose pendant l'avion, pendant que le mec il était en train de péter un câble. Parce que ça aurait été. Peut-être que ça aurait été malvenu, peut-être qu'avec le recul je me dis, peut-être que moi j'ai vu quelque chose, mais comme j'ai vu qu'une partie. Voilà. Et depuis l'angoisse qu'a eu ce gars-là, le fait qu'il ait peut-être vu un monstre, peut-être que moi j'ai vu quelque chose aussi. Je sais pas, je saurais pas décrire ce que j'ai vu, le peu que j'ai vu.
le Velux, on a un petit truc à ressort, un petit rideau, quand tu l'enlèves, tu déboîtes, il remonte tout seul comme ça. De voir quelque chose, et des fois, j'ai pris le risque d'aller voir quelque chose, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose derrière mon Velux quand j'étais chez moi, donc j'ai été traumatisé par ça. Donc voilà l'histoire du vol de la terreur. Donc, alors, je devais quand même faire une précision. Parce que je sais qu'il y a des gens très cultivés qui sont ici. Évidemment, cette histoire est fausse, est inventée. Cette histoire, c'était une histoire de la 4ème dimension qui a été réalisée 2 fois. Et j'ai dû voir la 2e version qui m'a par contre traumatisé. Donc le traumatisme que j'ai au niveau du blow et tout ça, et des fenêtres et tout ça, ça vient de cet épisode-là. Cet épisode-là, on voit la tête de monstre dégueulasse sur le machin. C'était un épisode que j'ai vu très jeune. Je vais être très très jeune quand j'ai vu ça, trop jeune. Et j'avais tendance à essayer de voir à la télévision des trucs comme ça, pendant que mon père ronflait sur le canapé. Et j'avais été traumatisé par ça, tellement traumatisé qu'encore aujourd'hui, j'ai toujours une peur de ce qui se cache derrière les fenêtres, les hublots, quand on a la nuit, quand on a les rideaux tirés. Donc c'est pour ça que dès que je peux descendre les volets, les machins, les trucs roulants, je les descends. Donc évidemment ça c'était une histoire fausse et je préfère comme le préciser parce que je veux pas trop vous traumatiser. Mais tout le reste ce sont des anecdotes réelles. Puis j'ai jamais pris l'avion de ma vie et j'ai jamais été à New York. Par contre, mon oncle, l'histoire sur mon oncle qui se font des week-ends régulièrement à New York, tout ça, ça c'est vrai. Il y a vraiment que le passage sur l'avion et moi dans l'avion qui est faux. Donc alors, histoire numéro 5, la mort. Javel. La première fois j'ai failli mourir, bon ça va être rapide, parce que je me rappelle vaguement. Donc j'étais très 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 jeune, je sais même plus quel âge j'avais, peut-être 5-6 ans, je sais plus. Et ma mère, à l'époque, avait l'habitude de mettre dans des bouteilles de limonade de la Javel. Alors je sais pas pourquoi elle faisait ça, je ne saurais dire aujourd'hui, mais c'était une connerie de toute façon à l'époque, je pense pas que c'était la seule. Et à un moment donné, moi j'arrive, je vois de la limonade, couleur limonade. Donc je vois une bouteille de limonade avec un truc dedans qui a la couleur de la limonade et je prends des grosses gorgées de Javel dans la tronche. Et là, ça me bouge totalement la trachée. Ça fait des bulles, j'ai même des bulles je sens des bulles qui... J'arrive plus à respirer. Donc ma mère, elle me prend. Je vais voir ma mère qui était en train de nettoyer la salle de bain. Sûrement à la Javel. Qui était en train de nettoyer la salle de bain et tout de suite elle comprend. Tout de suite elle comprend parce que je peux pas parler, je peux pas m'exprimer, je peux pas parler. Tout de suite elle comprend que j'ai bu. Elle dit merde, il a bu dans la bouteille de limonade. Oui, c'est de ma faute maintenant. Ça va être de ma faute en plus. Donc ma mère a failli me tuer quand j'étais très très jeune à cause d'une connerie que ça se trouve il y en a qui refont cette connerie. Bon, je pense pas, mais déjà je sais pas pourquoi. Elle a mis de la Javel dans une bouteille de limonade. J'ai du mal à comprendre. Peut-être elle a fait un mélange, peut-être que les mélanges fallait les faire avant, je ne sais pas. Donc elle appelle les urgences et tout ça et lui disent versez-lui de l'eau dans la bouche, versez-lui de l'eau, il faut déboucher ça quoi, en gros. Donc elle m'a pris la tronche, elle m'a mis la tronche sous l'évier et elle a ouvert l'évier à fond et dans la gorge et ça m'a débouché la trachée de la Javel. Et j'ai survécu. Première victoire contre la mort. Première victoire. Autre histoire. Histoire numéro 1. Red Rex. Aïe. Red Rex. Alors Red Rex, c'était... j'avais déjà raconté, j'avais un ami qui avait Canal+, son père avait Canal+, tout ça, et qui m'enregistrait des films. Au moins pendant une période, parce qu'après son père voulait plus. Et il m'a dit je t'ai enregistré un film très sympa, tu vas voir, machin. Et on était quand même jeunes à cette époque-là, on était quand même assez jeunes. Et lui, il me dit il faut que tu voies ce film-là. Et ce film-là, c'était Red Rex. C'est vraiment un nom bizarre. Red Rex. C'est un film d'horreur. Et ce film d'horreur,
commence à regarder des films d'horreur, je dis non, 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 non. Déjà j'ai très très peur. J'avais très très peur. La bestiole, donc Roderick, c'est une sorte de grosse bestiole. Il y a une sorte de menhir ou je sais pas quoi qui une sorte de grosse pierre dans un champ. Et un orage, un éclair fend la pierre en deux et la pierre se casse en deux. Et là il y a une sorte de monstre dégueulasse. Dégueulasse. Je crois que c'est le monstre le plus dégueulasse que j'ai vu de ma vie. Un monstre dégueulasse, horrible, une tronche à filer des cauchemars. Et encore je suis retombé dessus pour voir plus ou moins à quoi il ressemblait, un extrait, tout ça. Dans la bande-annonce, après il ne le montre pas. Mais quand tu vois les petites vidéos à côté sur YouTube, et on voit sa tronche en gros plan. Dégueulasse. Encore aujourd'hui, je suis traumatisé. Donc j'avais ce film-là sur une VHS. Et mon pote me dit, ah, faut que tu le regardes, tu vois, c'est génial ici. Bon. Et à chaque fois, plusieurs fois, j'ai essayé de le regarder à nouveau. Et à chaque fois, je m'arrêtais. J'arrivais pas à avancer parce que j'étais traumatisé. Et j'étais en train de me traumatiser un peu plus avec Et les films d'horreur, pour moi, ça a été très très compliqué. Franchement, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu une période beaucoup plus tard où j'arrivais à regarder des films d'horreur. Et puis ça s'est arrêté rapidement parce que je trouvais ça dégueulasse quand même. Ça me faisait chier, quoi. Et ce film-là, j'avais essayé de le regarder parce que j'avais cette curiosité. C'est un film dégueulasse, le monstre est dégueulasse, il me traumatisait. Mais j'avais envie de voir. J'ai envie de voir où ça se terminait. J'ai mis des années avant de voir la fin. Je dis clairement, des années avant de voir la fin. Et il y a vraiment dans la période où je regardais quand même pas mal de films d'horreur quand j'étais adolescent, fin d'adolescence, où j'ai dû regarder ce film-là. Mais quand même, c'est le film qui m'a le plus traumatisé et qui était le plus dur à regarder. Plus dur à regarder que les films comme Zombie qui sont gore et tout ça. Quoique c'est Zombie aujourd'hui, je pourrais plus regarder du tout. Donc Red Rex est un film dégueulasse, avec un monstre dégueulasse, peut-être nul à chier parce que l'histoire est sûrement nulle à chier. La fin c'était limite rigolo, mais c'est nul à chier quand même. C'est vraiment nul à chier comme film. Vous voulez voir un monstre dégueulasse qui vous traumatise, si vous avez un peu l'habitude des films d'horreur, pourquoi pas. Mais sinon, évitez ce film de merde. Red Rex. Donc là c'est la dernière histoire, 1 heure. Je suis pas trop mal, avec le téléphone qui arrête pas de sonner et les voisins qui arrêtent pas de mouver. Alors mouver ça existe pas, mais mouver c'est du patois. Je sors des mots, c'est pas que je parle mal français, c'est que je parle des fois un peu en patois. Patois normand, mouver. C'est ma mère qui disait souvent ça, mouver. Ouais, mouve de là quoi. Non, c'était arrête de mouver. Quand on n'arrêtait pas de chahuter, arrêtez de mouver, vous m'énervez. Donc c'est arrêtez de bouger, vous m'énervez. Que les abonnés, vous puissiez participer et donner votre avis à la chaîne, parce que c'est aussi pour vous que je fais ça. Voilà, si moi je décide tout seul à un moment donné, des fois je suis perdu, je sais plus où je vais. Je vois des vidéos qui fonctionnaient et puis qui fonctionnent plus. Des vidéos je suis surpris qu'elles fonctionnent. Bon bah voilà, maintenant je vous donne le choix, c'est-à-dire si vous avez fait le choix pour l'instant, alors je laisse ces sondages là aussi également, où vous pouvez choisir les heures de diffusion et les jours de diffusion des vidéos. Vous pouvez voter, pour l'instant il n'y a même pas 100 personnes qui ont voté, généralement, donc comme il y a 1000 abonnés, j'imagine que s'il y a 1000 personnes qui votent, ça peut changer les horaires, changer la donne, j'imagine. Donc à vous de voir, à vous d'aller voter dans la zone communauté, n'hésitez pas à aller voter. Je fais cette chaîne pour vous, un peu pour moi, évidemment, quand même, mais aussi beaucoup pour vous, aujourd'hui, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui s'abonnent. Je peux pas satisfaire tout le monde, je sais que les roleplays, ça serait bien que j'en fasse, et je suis sûr que j'aurai beaucoup de succès avec des roleplays. Mais c'est beaucoup de taf, et comme là j'ai eu un rythme de vidéo qui était très très élevé, j'ai pas pu faire mon roleplay coiffeur que j'ai proposé dans la zone communauté en choix des abonnés. Donc si vous voulez le roleplay coiffeur, allez-y, votez, comme je ferai moins de vidéos le mois prochain. Voilà. Mais le roleplay coiffeur, je vais le faire. Il faut que j'essaie de faire plus de roleplay, parce que je pense que les roleplays me permettront de faire évoluer ma chaîne, permettra à ma chaîne de prospérer. Parce que c'est vrai que là, quand il y a très très peu d'abonnés, là septembre-octobre, j'ai même pas 100 nouveaux abonnés en 2 mois, ce qui est pas terrible du tout. Alors que j'ai eu une vidéo où j'ai fait 250 nouveaux abonnés. Donc c'est vrai que c'est compliqué, c'est pas très motivant, mais d'une certaine manière, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir quand même d'être là, ça me fait plaisir de vous proposer des vidéos. Je fais
aussi pour moi parce que ça me fait plaisir, parce que voilà, je fais plaisir aussi à des gens, donc ça me fait plaisir que je puisse faire plaisir à des gens aujourd'hui. Voilà, et 1000 abonnés, c'est 1000 personnes à qui je peux faire plaisir. Donc il y a toujours quelque chose qui me motive un peu, même si des fois c'est très très dur et très démotivant. Donc alors je vous laisse, je te laisse, vous et toi. J'espère que quand même tu as apprécié cette petite vidéo d'anecdotes réelles, sauf une qui n'était pas réelle. Voilà, mais l'angoisse autour de cette expérience de la 4e dimension m'a profondément traumatisé et encore aujourd'hui je suis assez traumatisé. Voilà. Donc je te dis à la prochaine. Allez, à la prochaine vidéo. C'est-à-dire Dracula logiquement mardi. Mardi, on se retrouve mardi pour une lecture chuchotée de Dracula.